Donc le programme du jour pour nous, c'est de vous parler donc de personnalisation et avec donc ce sujet du trafic à la conversion. Pourquoi et comment personnaliser l'expérience client digitale en 2024? On va commencer par se présenter tous les deux. Hop, voilà, slide suivante. Donc moi, je suis Camille Baudry, je suis Customer Success Manager Team Leader chez AB Testy. Donc je suis chez AB Testy depuis 5 ans maintenant et j'étais même cliente auparavant, donc je connais assez bien l'outil. Et donc ensuite j'ai été donc Customer Success Manager chez AB Testy pendant 5 ans. Donc j'ai géré un portefeuille de clients que j'ai accompagné sur toute la partie stratégie CRO, mise en place de campagnes, d'AB test et de personnalisation. Et je suis passée team leader depuis très peu. Et je suis avec Benjamin. Et du coup, Benjamin Duvet, donc Customer Success Manager chez AB Testy. Et au quotidien, j'accompagne donc une vingtaine de marques de différents secteurs dans leur stratégie de conversion. Donc aussi bien via de l'AB test que de la personnalisation, qui sera le sujet du jour. Et voilà, on est ravis d'aborder ce sujet avec vous aujourd'hui. Et premier petit sondage. Un petit sondage. Est-ce que vous connaissez AB Testy? Donc je vous laisse répondre dans le sondage. Ah, même nous, on peut répondre, Benjamin, c'est formidable. Au cas où on ne connaîtrait pas. Je vais mettre oui dans le doute. Moi, j'ai mis oui aussi. Hein. Du coup, vous devez avoir un petit pop-up qui est apparu du coup, qui vous demande si vous connaissez ou non AB Testy. Ça nous permet de savoir un peu à quelle audience on s'adresse et de détailler plus ou moins du coup les notions qu'on va aborder après. Et donc globalement, il y a une grosse partie qui ne connaissent pas AB Testy, donc ça va être justement l'occasion de vous parler de ce qu'on fait. Puis, ouais, c'est ce que je vois. On a 69% là des répondants qui en effet ne connaissent pas AB Testy. Donc peut-être qu'on vous fera une brève petite, peut-être ajuster un chouille la présentation pour quand même vous expliquer ce que fait AB Testy. Mais du coup, l'agenda de notre journée, enfin de notre journée, non, de notre heure, quasi heure ensemble. Je crois que c'est 50 minutes très exactement. Dans un premier temps, donc, il y aura une introduction à ce qu'est la personnalisation. On sait qu'il y a tout un tas de définitions possibles et imaginables. Donc, entendons-nous sur une pour cette heure ensemble, histoire qu'on parle de la même chose. En 2, on verra la partie méthodo, donc comment est-ce qu'on met en place une stratégie de personnalisation sur son site web. En 3, on parlera un peu du coup d'AB Testy, de notre outil, de la suite qui va vous permettre d'actionner cette stratégie. Et on fera un petit focus en 4e et dernier temps sur Emotions AI, qui est un petit dernier chez AB Testy, une toute nouvelle feature qu'on vient d'intégrer il y a très peu de temps et qui va permettre de segmenter selon les besoins émotionnels de l'audience. Et puis, il y aura évidemment, c'est pas sur la slide, mais il y aura évidemment une petite partie, on va se laisser 10-15 minutes de Q&A à la fin de la session pour que vous puissiez évidemment nous poser toutes vos questions. Et donc, on va commencer avec la première partie, l'introduction. Donc, qu'est-ce que la personnalisation? Et je vous propose de commencer avec 2 statistiques. Tout d'abord, 91% des consommateurs disent être plus enclins à acheter auprès de marques qui leur proposent une expérience qui est personnalisée. Donc, une très grosse partie de l'audience. Mais à l'inverse, cependant, il y a 63% des spécialistes du marketing qui affirment que la personnalisation en ligne, finalement, c'est une stratégie qui est assez compliquée à mettre en œuvre. Donc, d'un côté, on a un vrai besoin du côté de l'audience d'avoir une expérience qui est adaptée finalement à leurs besoins, mais de l'autre, c'est dur côté marque d'actionner justement cette stratégie pour répondre à ce besoin. C'est l'objectif du webinaire, c'est de venir justement vous parler et vous montrer les premières clés finalement pour mettre en place cette stratégie de personnalisation. Et on va d'ailleurs continuer avec un deuxième petit sondage. Selon vous, quelle est la meilleure définition de la personnalisation? Donc, vous allez voir qu'il y a 3 possibilités. Et je vous laisse répondre sur ce que vous pensez être la plus juste. Bon, pareil, on peut voter avec Benjamin, donc on va essayer de pas se tromper. C'est un peu notre question, donc ce serait fou qu'on se trompe. Et on va avancer tout de suite. De toute façon, vous allez avoir la réponse très vite. Surtout globalement, le résultat du sondage, on a une très grosse partie des personnes qui ont la bonne réponse. Ouais, on est plus ou moins alignés, ça va déjà. Donc oui, finalement, la personnalisation, ça va être tirer le meilleur de votre audience. Tout d'abord en fidélisant et en engageant vos meilleurs clients. Vous le voyez sur le schéma de droite, au sein de votre audience, il va y avoir des segments, donc des parties de votre audience qui vont avoir un potentiel business beaucoup plus fort. Et l'idée, en fait, ça va être ce segment ici, de le fidéliser, de l'engager via de la personnalisation de contenu pour vraiment, encore une fois, optimiser la conversion. De même, l'audience qui
qui a une expérience qui est adaptée à ses besoins va se sentir valorisé. Donc, c'est un vrai enjeu autour de cette valorisation de votre audience, dans la compréhension de leurs intérêts, leurs besoins, qui est finalement essentiel pour proposer un contenu qui est adapté. Et puis finalement, ça va être aussi faire le lien avec vos campagnes marketing. Je pense que ça a été le sujet de pas mal des conférences lors de ces 2 journées. Mais finalement, il va y avoir cette continuité qui va être apportée entre avant l'arrivée sur site, sur vos touches pour des campagnes ad, SEO, SIA, et l'arrivée sur site où il va y avoir cette continuité de contenu. On va proposer vraiment voilà, une expérience entière. Et du coup, la fameuse définition, alors je ne sais pas si vous voyez les résultats du sondage de votre côté, mais il y a 79% des gens qui ont voté pour proposer le bon contenu au bon segment au bon moment, 20% qui ont parlé plutôt de recommandations produits et seulement 1% d'animation commerciale. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse en soi. Nous, ce qu'on constate chez nos clients, c'est que finalement, tout le monde a un peu sa définition de la perso. En tout cas, c'est un terme qu'on emploie et qu'on retrouve chez tous nos clients. Tout le monde a envie de personnaliser l'expérience, tout le monde a envie de faire de la personnalisation, mais la manière dont on définit ça, il y en a plein de différentes. Là, l'idée, c'était de vous proposer, nous, notre définition côté AB Testi pour qu'on soit aligné sur cette définition tout le long de ce webinaire. Et donc, notre définition, c'est en effet proposer le bon contenu au bon segment et dans le bon contexte avec donc 3 parties, expérience, segment et trigger qu'on retrouve dans AB Testi et qu'on vous détaillera du coup tout le long de cette présentation. Un petit exemple aussi, parce que c'est toujours plus parlant, une image vaut mieux que des mots parfois. Donc un exemple de use case qu'on retrouve, qu'on a mis en place chez un de nos clients. Donc là, c'était chez Photobox. Et en gros, ils avaient donc cette grosse bannière en homepage qui proposait une offre de bienvenue de 10 € offerts sur la première commande. Et là, typiquement, plutôt que de pousser ça à toute leur audience, et notamment, vous imaginez bien que un client super fidèle qui vient faire une 5e ou une 10e commande sur Photobox, ça peut être un chouille déceptif de voir qu'il y a 10 € offerts, mais pas pour lui, parce qu'il est fidèle et qu'il n'en est pas à sa première commande. Donc, du coup, pour éviter tout effet déceptif, ça, c'est une bannière que Photobox a décidé d'afficher uniquement aux nouveaux visiteurs. Et du coup, les anciens ou les déjà clients voyaient autre chose sur le site, certainement la bannière d'origine et pas celle-ci. Deuxième exemple. Tout à l'heure, on parlait de continuité par rapport à vos campagnes marketing. Ici, on a l'exemple. Donc, c'était une campagne qui faisait écho du coup à une campagne ads en amont de l'arrivée sur site, qui venait de Snapchat, où voilà, on avait un code promo en bas via une bannière responsive qui permettait en fait d'afficher à nouveau à l'arrivée sur site cette promotion pour l'audience, qui pour le coup était assez, en termes de trigger, on avait donc la source qui était la campagne de promotion sur Snapchat. Et donc, ça permettait encore une fois de créer ce lien par rapport à votre campagne marketing qui, pour le coup, était pertinent sur cette campagne. Oh, pardon, j'ai fait trop vite, on a fait ça en même temps. Et on va continuer avec la deuxième partie, la méthodologie. On a vu ce que c'était la définition de la personnalisation. Maintenant, en termes de méthodologie, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place une stratégie de personnalisation? Il y a 4 étapes clés qu'on va vous présenter et qui vont vraiment être essentielles pour planifier toute cette stratégie de personnalisation et pour répondre au mieux finalement à l'intérêt de votre audience. On va commencer avec la première partie qui est la partie clé, c'est la segmentation. C'est essentiel d'analyser votre audience. On a parlé tout à l'heure de potentiel business dans des différents segments de votre audience. C'est hyper important de détecter cette partie-là parce qu'ensuite, on va pouvoir adresser en fait aux bonnes personnes justement ces nouveaux contenus. Sur quoi on va se baser concrètement, ça va être sur des inputs data, c'est le plus important, d'être assez data-driven là-dessus et d'identifier en fait via la data et reconnaître en fait les parties de votre audience qui sont à haut potentiel d'un point de vue business. Et pour le coup, voilà, ça va vraiment être de segmenter, d'avoir une segmentation qui cherche à identifier ses visiteurs et on va pouvoir en fait établir des personas qui vont nous servir pour la suite et pour les autres étapes. Sur la deuxième partie, c'est la définition des objectifs.
Ici, ça va être en fait déterminer les objectifs macro et micro qui vont vous permettre en fait aussi de juger en fait la pertinence de ces personnalisations. Parce qu'on va mettre en fait en place un contenu qui est adapté aux besoins de différents segments. Et derrière, il faut que ça serve le business. Donc là, c'est ici qu'on va venir établir en fait quel KPI on va suivre pour justement après établir une performance ou non de la personnalisation qu'on va mettre en place. Étape 3, ça va être la création de la stratégie. Donc, finalement, une fois qu'on a segmenté notre audience, qu'on a trouvé nos segments à fort potentiel, qu'on a défini les objectifs qu'on va mettre derrière ces segments. Donc, est-ce que ce segment, j'ai plutôt envie qu'il réalise une transaction, j'ai plutôt envie qu'il remplisse un formulaire, j'ai plutôt envie qu'il se connecte, qu'il s'inscrive à mon site. On peut mettre tout un tas de KPI derrière. Derrière, on va élaborer la roadmap en fonction de ces segments et de ces objectifs prioritaires. Et donc, on va décider un peu du comment, en fait, ce qu'on va mettre en place pour atteindre cet objectif sur cette audience. Donc, c'est toute la partie roadmap qu'on vous accompagne, notamment chez AB Testy, à faire. Et puis, en dernier, on va derrière mesurer l'impact. C'est-à-dire, est-ce que finalement, c'était une bonne idée ou une fausse bonne idée, ce qu'on a voulu mettre en place dans notre roadmap. Et pour ça, on va être capable, notamment avec AB Testy, de tester les personnalisations. Et donc, de regarder, d'avoir toujours une population test qui ne va pas être soumise à la personnalisation. Et puis, une population qui, elle, va être soumise à la personnalisation. Et du coup, de regarder si ça fonctionne, si ça répond bien, si on augmente bien le taux d'achievement, le taux de réussite de notre objectif, de notre KPI, de notre objectif prioritaire. Et puis, sinon, de continuer à optimiser, on renouvelle les idées et on continue à mesurer. Et ça, de manière, en effet, continue tout le long du parcours utilisateur. Et du coup, on en vient là. Alors, il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils ne savaient pas ce qu'était AB Testy. Donc, du coup, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la notion d'AB test, mais on a un autre petit sondage. Est-ce que vous savez ce qu'est un AB test? Et il y a même un « je ne suis pas sûre » pour ceux qui ne veulent pas trop se mouiller, de ce que je vois. Ah si, il y en a quand même beaucoup qui répondent oui, là, cette fois-ci. Ouais, il y a quand même une grosse majorité. Ouais. Bon, du coup, ça vous donne des indices sur ce qu'est AB Testy aussi. On a quand même un nom qui en dit long sur cette partie-là. Mais je vais te laisser, Benjamin, je te laisse reprendre et puis je ferai peut-être une micro-définition d'AB Testy sur mes slides d'après. Vas-y. Ça marche. Et puis on va continuer avec justement la suite AB Testy. Donc comment est-ce que nous en fait on se positionne dans cette stratégie de personnalisation pour vous aider en fait le plus simplement possible à actionner cette stratégie. Tout d'abord, petit rappel donc de ce que Camille vous a présenté tout à l'heure, la définition de la personnalisation. Donc ça va être en fait proposer la bonne expérience. Donc c'est le bon contenu au bon segment. On en a parlé juste avant dans les étapes clés, mais le bon segment, ça va être identifier les bonnes personnes qu'on va vouloir tout simplement exposer à notre contenu et dans le bon contexte, parce qu'on sait que chaque persona a potentiellement un comportement différent sur votre site. Donc ça va être de trouver en fait le moment opportun, de par la connaissance de leur comportement, de trouver le bon moment pour justement les exposer à une personnalisation de contenu. Et donc, comment on fait chez AB Testy pour proposer le bon contenu au bon segment dans le bon contexte? Et bien, pour proposer le bon contenu, on a ce qu'on appelle, on a plusieurs façons de le faire. On peut créer ces campagnes de personnalisation grâce à plusieurs éléments. D'abord, on a un éditeur WYSIWYG qui va vous permettre de manière en no-code, donc même pour quelqu'un qui ne sait pas du tout développer, ce qui est notre cas d'ailleurs, hein, côté AB Testy, les CSM, on n'est pas des développeurs, donc on se débrouille avec ça. Et on a ce fameux éditeur WYSIWYG, qui va vous permettre de très facilement venir sélectionner un élément, le modifier son emplacement, son style, sa couleur, changer le texte. Donc tout ça, ça va être vraiment en no-code avec cet éditeur. Et du coup, hop, je recoupe un peu avec le sondage de tout à l'heure et des gens qui ne savaient pas ce qu'était AB Testy. Le gros cœur de métier d'AB Testy, c'est cet éditeur, WYSIWYG, qui va vous permettre, ou pas d'ailleurs, ça peut être on a aussi un éditeur de code, mais en tout cas, c'est cet éditeur qui vous permet de créer une espèce de version B de votre site. Et ensuite, cette version B, avec AB Testy, on en fait ce qu'on en veut. Donc, soit on décide de faire un AB test, donc de mettre 50% du trafic sur cette version B qu'on vient de créer, et puis on laisse 50% sur l'original. On mesure et on regarde ce qui fonctionne le mieux sur notre audience globale.
soit on va décider de pousser cette version B qu'on a créée uniquement à un segment. Et c'est là où ça devient de la personnalisation, parce que cette nouvelle version, plutôt que de la pousser à tout le monde, on décide de faire des choix stratégiques et de la pousser à un segment donné sur lequel on a réfléchi auparavant dans notre fameuse stratégie de personnalisation. Mais en tout cas, voilà, le cœur de la chose, c'est cette fameuse éditeur qui nous permet en fait de modifier son site et de créer une version B, voire une version C, D, E de notre site. Et donc pour faire ça, donc on a cette fameuse éditeur WYSIWYG dont je viens de vous parler. On a une bibliothèque de widgets aussi qui va permettre d'aller ce qu'on appelle widgets. Alors c'est pareil, il y a plein de définitions de widgets. Donc pour qu'on s'entende, nous ce qu'on appelle widgets chez ABTST, c'est comme des espèces de petits templates de code. Des templates précodés de certains éléments. Donc, ça va être une popine précodée, une bannière précodée, un compte à rebours. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit effet sur votre site pour faire pleuvoir de la neige, des billets, des petits cœurs pour la Saint-Valentin. Donc, tout ça, c'est des cartes à gratter, des cartes à gratter, ouais, on a un peu de gamification aussi. En tout cas, on a tout un tas de widgets qui sont précodés. Vous n'avez plus qu'à rentrer, vous, votre image, votre texte, etc. Et ça vous permet d'ajouter un élément en surcouche sur votre site. Et puis, on a un éditeur de code qui permet d'aller plus loin parce que, évidemment, on reste quand même assez limité parfois avec le WYSIWYG et nos widgets. Si on veut aller encore plus loin, si on veut complètement modifier un bloc d'une page qui demande de faire des appels de JS sur d'autres pages, etc. Enfin, dès que vous voyez que ça devient un peu un casse-tête dans votre tête, ça reste faisable, mais souvent, c'est plutôt faisable là en code et on a des équipes techniques qui peuvent vous aider à développer cette fameuse version B de votre site avec du JS ou du CSS pour aller toujours plus loin. Des petits exemples de contenu qu'on a pu ajouter, modifier sur les sites de nos clients. Donc là, typiquement, c'est ce qu'on appelle Social Proof. C'est un widget qui va vous permettre d'afficher sur votre site le nombre de visiteurs qui ont vu ou qui ont acheté un produit. Donc là, typiquement, on est sur le site de Nix. Je ne suis pas sûre que ce soit hyper visible sur la slide, mais je vais vous le dicter. En gros, Nix a décidé en dessous du call to action qui permet d'ajouter au produit, d'ajouter au panier, de rajouter une petite phrase qui dit X beauties ont vu ce produit aujourd'hui. Et donc ça, c'est un petit truc automatique. Nous, on collecte un peu de data côté ABTST. Donc là, on collecte notamment les page views de cette page. Et donc, on est capable d'afficher le nombre de personnes qui ont vu cet élément-là. Et ça, c'est un widget, c'est en no-code et on peut l'implémenter très facilement. Un autre exemple de contenu, cette fois-ci, c'est une popine. Alors, on vous a mis les basiques parce que c'est ce qui revient le plus souvent chez nos clients. Évidemment, il y en a d'autres. Mais là, la popine, c'est un truc qui continue à être efficace même après 10 ans et voire plus d'exploitation sur les sites. Et donc là, en l'occurrence, ce contenu, c'est simplement la création d'une popine avec une image dédiée qui rappelle une offre. Et c'était sur le site des 3 Suisses. Et là, pareil, ça a été fait via notre éditeur et nos widgets en no-code. Oh. Pardon, j'ai passé... Donc, on a vu le bon contenu. Maintenant, on va voir au bon segment. Donc, il y a 2 possibilités. Donc, tout d'abord, on va le voir juste après, il y a des possibilités de venir connecter en fait des outils de votre stack technique pour récupérer des segments existants. Mais dans ABTST, on a aussi beaucoup de segments natifs qui vont vous permettre de vous aider. Donc là, on vous a donné une liste d'exemples de segments qu'on va avoir. Donc ça va du segment assez simple, type le device, donc est-ce qu'on est sur mobile ou desktop, à des d'autres segments type nouveau ou visiteur régulier. Donc déjà, on sait qu'en termes de comportement sur le site, on va pas être sur les mêmes tendances. On va aussi avoir des segments liés à l'achat. Donc des personnes qui achètent fréquemment sur votre site, des personnes qui ont potentiellement été aussi abandonnistes panier, ça veut dire qu'ils ont laissé un panier et qui n'ont pas converti. Donc on va pouvoir vraiment aller utiliser tous ces segments qui sont déjà existants dans ABTST pour venir justement adapter le contenu à ces segments-ci. On va également avoir des segments que vous voyez ici en haut, un peu plus complexes, tels que l'engagement level. Donc l'engagement level, c'est tout simplement d'aller targeter des segments qui ont différents niveaux d'engagement sur votre site. Donc ça va aller des personnes qui ont tendance à rebondir assez vite, à rester peu de temps, parcourir peu de pages sur votre site, jusqu'à des visiteurs très qualifiés, donc qui viennent régulièrement sur votre site, qui parcourent beaucoup de pages, qui ont vraiment un engagement assez fort sur votre site. Et on sait qu'en termes de comportement, ce ne sont pas les mêmes, et ça va être justement d'aller adapter le contenu
à des personnes qui sont plus ou moins qualifiées. C'est ce que fait par exemple le segment Engagement Level. Pour finir, on a aussi la partie Emotion EI qu'on va aller voir un peu plus en détail juste après. C'est en fait une segmentation qui va vous permettre de cibler des personnes selon leurs besoins émotionnels sur le site. Je vais le laisser pour après parce que pour le coup, on va aller un peu plus en détail sur cette partie IA. Donc ça, c'était pour la partie natif dans AB Testy. Donc ça, tous ces segments sont existants et vous pouvez les utiliser dans la plateforme pour justement adapter votre contenu. Mais si on veut aussi aller un peu plus loin en termes de maturité dans la personnalisation, c'est hyper important de venir en fait utiliser les différents outils que vous avez dans votre écosystème digital, dans votre stack technique, et de venir en fait les relier à AB Testy. Vous voyez qu'on a tous les outils qui sont présents ici, nous avons des connexions natives avec ces outils. Et en fait, c'est tous des outils. Donc, on va par exemple avoir des CDP type Segment, Allium, Adobe, aussi bien des CRM comme Salesforce qu'on va pouvoir venir en fait relier à AB Testy via un connecteur natif qui se fait très facilement en termes de technique. Et ça va vous permettre d'utiliser en fait tous ces segments dans la plateforme AB Testy. Donc, en fait, les segments lesquels vous travaillez au quotidien, on va pouvoir les utiliser et pouvoir, comme l'a dit Camille tout à l'heure, aller lancer du contenu différent, que ce soit des widgets ou des contenus plutôt liés à des couleurs de call to action. On peut imaginer plein de choses. Et cela va permettre justement de travailler votre audience à vous. Donc voilà, et puis vous voyez que sur 2024, on a encore d'autres intégrations natives à venir. Ici, on a un exemple, on parlait justement d'engagement level. Donc ici, en fait, on avait une campagne qui était propre aux clients fidèles. Donc, qu'est-ce qu'on entend par client fidèle? C'est un des segments que j'ai parlé dans l'engagement level. C'est des visiteurs qui sont très qualifiés. Ils viennent régulièrement sur le site, ils ont tendance à parcourir beaucoup de pages, ils convertissent beaucoup. Et l'idée, c'était de leur pousser une popine qui était personnalisée pour, encore une fois, les valoriser. Donc là, c'était une invitation spéciale à un événement de shopping en physique. Et puis, on avait également un trigger, donc un déclenchement qui se faisait sur la géolocalisation, donc qui était pour le coup Paris. Donc là, un exemple de venir en fait valoriser votre audience fidèle via de l'animation, via un contenu spécifique. On parlait aussi de gamification. Donc, gamification, c'est finalement proposer une expérience interactive, un peu ludique à l'audience. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus et qui est vraiment très bien perçu par l'audience. C'était l'Occitane qui l'avait fait ici. L'idée, c'est de retrouver en fait des œufs un peu partout sur le site l'Occitane. Et en fait, au bout d'un certain nombre d'œufs retrouvés, on avait le droit à un code promo qu'on pouvait directement utiliser sur le site. Encore une fois, on était sur un segment qui était relié aux clients fidèles. Et au niveau du trigger, donc du déclenchement, c'était pour les personnes venant d'une newsletter liée à Pâques. Donc on était dans le thème et pour le coup, voilà, c'est le type d'expérience un peu interactive, très adaptée à notre segment qu'on peut proposer et que l'Occitane a proposé ici. Troisième exemple, donc là c'est sur le site de Kills. Alors pareil, c'est pas forcément hyper visible, mais je vais tâcher de vous le décrire. On a une banner sur la fameuse version B en fait du site. Donc ce qu'on a créé côté ABT, c'est cette fameuse banner qui dit vous êtes encore en train de vous décider, et bien découvrez nos dernières offres avec un CTA qui redirige vers une page d'offres. Et donc là, ça a été testé pour le coup, pour voir si ça fonctionnait sur les clients sur les visiteurs qui n'étaient pas encore clients, justement. Ceux qui n'ont pas encore sauté le pas, qui se baladent sur le site, mais qui n'ont pas encore acheté. Et du coup, cette personnalisation, donc le simple fait d'afficher cette bannière avec ce CTA qui redirige vers les offres, ça a permis plus 3,3% de clics sur voir les offres et donc d'accès à la page offre derrière, et plus 2,26% de transactions. Donc, ça permet aussi de confirmer que une petite promo, ça peut aider en effet à convertir dans un premier temps un client, un visiteur qui n'est pas encore client, justement un prospect qui est pas encore sûr de lui. On peut obtenir quelques points de conversion et de transaction en plus avec ce type de personnalisation. Et enfin, le dernier élément de la chaîne. Donc, on a en effet vu le bon contenu sur le bon segment, et là on arrive au bon contexte. Et pareil, la suite AB Testy vous permet de faire ça puisque vous pouvez utiliser des triggers qui sont natifs là à l'outil, encore une fois.
Et la différence entre trigger et segment, les triggers, ça va être des critères sur la session en cours, donc c'est vraiment du contexte sur la session donnée. Donc on va pouvoir retrouver, tiens, sur quel device est notre visiteur, est-ce qu'il a un paramètre d'URL quand il navigue sur le site, de quelle source il provient, sur quelle langue il parle, de quelle langue est son navigateur, ce genre d'éléments qui sont vraiment des données de session, donc qui ne sont pas du tout des données liées à la personne et qui sont complètement RGPD friendly. Et ça n'utilise donc pas de données comportementales. Et pareil, on vous a mis quelques exemples du coup de triggers. Donc là, c'est encore une fois une campagne de personnalisation, une bannière. Vous voyez qu'il y a quand même des widgets qui reviennent de manière assez fréquente, notamment les bannières. Et donc là, c'est une bannière qui a été affichée uniquement aux gens qui provenaient d'Instagram. J'imagine que vous avez tous déjà été targetés par un lien sponsorisé sur Instagram d'une marque ou alors par un lien affilié d'un influenceur ou créateur de contenu qui fait la promo d'une marque. Et quand on clique sur ce lien, évidemment, on arrive sur le site. Donc là, en l'occurrence, je crois que c'était Kenza30, donc ça doit être une influenceuse qui s'appelait Kenza, j'imagine, et qui avait un code promo. Quand on cliquait, on arrivait sur le site de Lancôme. Et il n'y a rien de plus agaçant que d'arriver sur le site et de ne plus se rappeler du code promo, donc de retourner sur Instagram, de revisionner la story ou le lien pour essayer de se rappeler du code. Donc là, ce qu'a décidé de faire Lancôme, c'est d'afficher à ses visiteurs qui proviennent d'Instagram et qui proviennent de cette URL, de ce lien affilié, de leur afficher le code promo tout du long de leur parcours. Et de leur rappeler du coup qu'avec le code KENZA30, ils peuvent bénéficier de moins 30% sur tout le site avec la livraison gratuite. Je le fais très bien, vous pouvez le voir. Donc voilà pour ce premier exemple, je crois qu'on en avait un autre derrière, oui. Là, celui-là, c'est un peu le même principe, c'est encore une fois une banner, cette fois-ci elle est en haut, tout en haut du site. Et elle est blanche, donc elle se voit un petit peu moins. Mais pareil, on avait une offre avec un rappel de code promo. Et là, c'était pas pour les gens qui venaient d'Instagram ou de Snapchat ou que sais-je, mais c'était des gens qui venaient d'un email. Et ça fonctionne un peu pareil quand on reçoit un email avec une offre et que derrière on arrive sur le site et qu'on se souvient plus de l'offre, tout pareil, il faut retourner dans son email. Faut pourquoi pas se copier le code pour pas l'oublier. Donc le fait de l'afficher et de personnaliser et de rappeler l'offre, ça aide également à fluidifier un peu le parcours de l'utilisateur. Et on va rentrer dans la partie 4. Et je vois que le chat est actif, qu'il y a plein de questions. Évidemment, on se laisse un peu de temps à la fin pour y répondre. On reviendra sur vos questions très vite. Exactement. Et pour le coup, c'est la dernière partie sur Emotions AI. Donc, il y a un module d'AB-testing qui va vous permettre d'aller encore plus loin dans la personnalisation. Et on voulait vous en parler aujourd'hui. J'en ai brièvement parlé tout à l'heure. L'objectif est de segmenter en fait votre audience selon leurs besoins émotionnels de conversion, d'aller en fait vraiment encore plus loin finalement dans l'analyse de votre audience et d'aller faire des contenus particuliers selon les besoins émotionnels. Comment est-ce que ça marche? C'est un algorithme qui a été créé après 8 ans de R&D, donc c'était par une équipe de chercheurs en sciences comportementales. Et l'objectif, c'est qu'en 30 secondes sur l'arrivée sur site, l'algorithme est capable de déterminer le principal besoin émotionnel de conversion du visiteur. Et ça va vous permettre, en fait, alors, vous avez en fait la liste de tous les différents besoins émotionnels. Donc, il peut y avoir aussi bien des besoins de compétition, de confort, de sécurité. Donc, chacun de ces besoins est finalement caractérisé par un comportement spécifique. Compétition, si on prend l'exemple, ça va être un visiteur qui va avoir envie de qui va être attiré par exemple du social proof, qui va vouloir aussi avoir les dernières nouveautés, avoir quelque chose sur lequel il peut vraiment entre guillemets, se vanter, là où quelqu'un qui va plutôt rechercher de la sécurité, c'est quelqu'un qui va plutôt rechercher à être rassuré. On pense notamment à tout ce qui va être réassurance sur les pages paniers, sur la livraison gratuite, sur les retours possibles. Tous ces besoins émotionnels vont finalement être propres et distincts, et on va pouvoir en fait venir faire la segmentation sur ces différents besoins, donc sur ce 10 catégories. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on travaille déjà avec de nombreuses marques de secteurs différents.
aussi bien de l'assurance avec Groupama que de la beauté avec Clarins. On a aussi Disneyland, Cdiscount et Jacadi, La Redoute, avec qui on travaille depuis déjà plusieurs mois, voire quelques années pour certains, et qui utilisent justement cette segmentation pour aller plus loin. Du coup, cette nouvelle feature d'A/B testing qui est Emotions AI, elle va permettre différentes choses. D'abord, elle va permettre d'observer votre site, d'essayer de mieux comprendre vos utilisateurs. Donc ça, c'est plutôt la partie audit finalement de cet outil qui va permettre, encore une fois, d'auditer votre site et de vous dire, voilà, sur votre site, il y a X% de visiteurs qui ont plutôt tel ou tel besoin émotionnel. Il y a également ensuite la partie donc expérimentation-analyse parce que on va pouvoir analyser au prisme de ces besoins émotionnels. Donc là où avant, quand j'analysais, typiquement, si je veux analyser une campagne d'A/B test classique, je vais regarder, ok, dans la globalité, mes visiteurs, ils ont cliqué à plus de % sur le CTA que j'ai optimisé. Là, je vais être capable de regarder avec ce prisme-là, donc de savoir si ma modification, elle fonctionne sur l'intégralité de mon audience, ou alors est-ce qu'elle fonctionne sur une partie de mon audience qui a tel ou tel besoin émotionnel, et puis peut-être qu'au contraire, elle ne fonctionne pas du tout sur un autre type d'audience. Donc, ça va me permettre après, derrière, de pouvoir aussi gérer des exclusions ou des inclusions de personnalisation en disant, voilà, ça, je sais que ça marche très bien sur tel besoin émotionnel et tel comportement, donc je le pousse à tel segment. Et puis, pour les autres sur lesquels ça ne marche pas du tout, je vais les exclure à l'inverse ou ce genre de choses. Et donc là, c'est cette fameuse troisième partie où on va pouvoir directement dans A/B testing utiliser du coup cette segmentation pour pouvoir segmenter, personnaliser nos fameuses versions B qu'on crée dans l'outil. Pareil, on vous a mis quelques exemples après pour que ce soit plus parlant. Et là, pour vous donner quelques chiffres de résultats qu'on obtient avec cette nouvelle feature d'Emotions AI, d'abord, on a plus de variations qui sont gagnantes parce que ça peut évidemment arriver, ça arrive même souvent. En général, on a à peu près 9 tests sur 10 qui sont dits neutres, où il n'y a pas des résultats flagrants, dirons-nous. Là, avec cet outil, ça permet d'avoir plus de variations gagnantes puisqu'on ne va pas s'apercevoir qu'on peut finalement être gagnant sur un segment et puis pas sur un autre. Donc, au global, ça fait un truc hyper neutre et équilibré. Mais en fait, si on fouille, il y a des personnalités et des besoins émotionnels auxquels ça répond mieux. Donc, d'abord, il y a donc 60% en plus de variations gagnantes. Et puis, ça crée évidemment de nouvelles opportunités de personnalisation. Ça, on ne va pas vous refaire le discours. On en parle depuis tout à l'heure, évidemment. Ça nous permet, côté A/B testing, d'avoir 10 segments en plus, finalement. Sur en plus quelque chose d'assez innovant, c'est de l'IA. Ça permet d'avoir des segments basés sur l'émotion. Donc, autant d'opportunités en plus de notre côté pour personnaliser les sites web de nos clients. Et du coup, quelques exemples, use case. Celui-là, c'était le... Ah oui, c'était le mien. Allez, j'y vais. Sur un use case sur La Redoute. Donc, on a parlé tout à l'heure qu'ils utilisent déjà depuis plusieurs années la solution. L'idée, c'était de mettre une campagne de stress marketing, donc mettre en avant en fait un bandeau de stress marketing sur des pages produits. Donc, voilà, c'est ce petit bandeau qui indiquait faites vite, article ajouté 36 fois au panier. On voyait en fait que au global, donc sans Emotions AI, le résultat sur l'audience, il était plutôt neutre. On n'avait pas un taux de conversion qui s'améliorait ou qui se dégradait. Donc, on n'avait pas forcément d'insight très précis. On appelle ça un test neutre. Par contre, quand on regarde par le prisme des segments émotionnels, donc avec Emotion AI, on voit tout d'abord plus 9% de ventes sur les visiteurs ayant besoin de compétition. Parce que ils savent que c'est un article qui est demandé, qui suscite de l'intérêt. Donc, ça fait naître chez certaines personnes justement ce besoin de compétition. Et on voyait qu'en termes de performance, par contre, la conversion était beaucoup plus forte. À l'inverse, si on regardait sur des besoins de sécurité, des personnes qui ont plus tendance à chercher à être rassurées avant de convertir, on voyait par contre ça se dégradait, on était à moins 14%. Donc d'un test neutre, on se retrouve avec une disparité finalement dans les résultats et ça en découle derrière des possibilités de personnalisation. On va pouvoir en fait aller targeter potentiellement que les besoins de compétition sur ce bandeau marketing parce qu'on sait que l'audience réagissait très bien. Un deuxième exemple, donc là c'est sur une page liste de produits
où on s'aperçoit que les personnes qui ont un besoin de compétition sont facilement influencées par les avis utilisateurs. À l'inverse, ceux qui n'ont pas ce même besoin-là, et là, en l'occurrence, ceux qui ont un besoin plutôt d'immédiateté, eux, ils apprécient une expérience de navigation qui est beaucoup plus épurée. Donc, ils ont envie d'un truc un peu straight to the point et pas de toutes ces fioritures, ce que eux, en tout cas, voient comme de la fioriture. Et donc là, typiquement, sur ce site-là, ils se sont dit, OK, ces fameux avis clients, il faut impérativement qu'on les mette en avant pour les gens sur lesquels ça a un impact et une influence. En revanche, pour ceux qui n'en ont pas besoin, ça nous prend de la place, ça sert à rien, on l'enlève. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis en avant ou masqué les notes utilisateurs en fonction des besoins émotionnels. Pour le besoin de compétition, on a du coup plus 9% de taux de conversion avec ces fameuses petites étoiles avec les avis clients. Et pour les besoins d'immédiateté, le fait de les enlever, là, génère plus de 2% de taux de conversion. Donc, on voit bien à quel point, si on avait juste affiché ces avis clients sur toute notre audience, potentiellement, on aurait perdu 2% de conversion sur ceux qui ont besoin d'immédiateté. Donc voilà, encore une fois, un petit use case qui montre l'intérêt d'Emotions.AI. Et je crois qu'on en a un petit dernier avant de passer aux questions. Donc, on y arrive très vite. Un petit dernier, on parlait un petit peu de sécurité, de réassurance. Ici, vous voyez que c'était justement la mise en avant des paiements possibles avec toutes les plateformes différentes versus une version où il n'y avait pas cette partie-là. On voyait qu'en fait, quand on avait cette présence du paiement sécurisé avec les différents logos, on était à plus 12% de taux de conversion sur la sécurité. Donc, on avait vraiment, sur ce segment-là, un impact fort parce qu'on sait que cette audience-là va vraiment être en recherche d'être rassurée avant de payer. Donc là, pour le coup, c'était très pertinent. Et plus 12%, c'est vrai que c'est assez impactant, surtout sur une page aussi sensible que la page de paiement. Écoutez, c'était le moment des questions. Merci à tous déjà pour votre attention. J'espère que ça vous a plu, qu'on vous a appris des choses, mais j'ai l'impression que déjà, il y en avait pas mal qui connaissaient même pas du tout AB Testy, donc déjà au moins, vous aurez appris ça pendant cette heure. Et du coup, on va se pencher donc sur vos questions. Je vais essayer de les trier par celles qui ont recueilli le plus de votes pour qu'on réponde au plus grand nombre. Et normalement, en termes de timing, on est bon, on a 10 minutes, donc on devrait pouvoir répondre à pas mal de questions. Du coup, la première question, c'était: avez-vous des suggestions d'AB test à prioriser en SEO? Est-ce faisable avec l'outil AB Testy? Et je crois qu'il faut que je clique là pour y répondre. Ouais, ça doit être ça. Donc, suggestion d'AB test à prioriser en SEO. Je suis pas sûre d'hyper bien comprendre la question en fait. On peut évidemment, alors est-ce faisable avec l'outil AB Testy? On peut évidemment faire des AB tests sur la source provenant du SEO. C'est ce qu'on a vu dans les triggers et dans les segments. On peut tout à fait aller retrouver tous les gens qui viennent plutôt du SEO. Après, est-ce qu'on a des suggestions d'AB test spécifiques à ces personnages? Je ne suis pas sûre qu'il y ait forcément des comportements très différents entre quelqu'un qui vient du SEO ou qui vient de manière native, mais peut-être. En fait, j'ai envie de dire, là, il faudrait tester. Et peut-être que le plus intéressant, ce serait d'avoir un peu d'auditer, justement. C'est-à-dire de se dire, plutôt que de se lancer dans des AB tests et des grandes convictions, pourquoi pas de se dire, si on a une roadmap d'AB test, tiens, ça pourrait valoir le coup de se créer des filtres et d'analyser, pareil, avec ce prisme-là, de se dire, tiens, je vais regarder sur telle source comment ça s'est passé, sur telle autre source comment ça s'est passé aussi. Et donc peut-être d'abord d'essayer d'infirmer ou affirmer le fait qu'il y ait des comportements différents. Et si oui, là, alors on pourra tout à fait optimiser derrière en ciblant ce segment-là. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais j'ai fait au mieux. Benjamin, je ne sais pas si tu veux rajouter. De toute façon, on va toujours aller chercher, en fait, quand on fait un AB test, on va toujours chercher à répondre à une friction. Et dans le meilleur des cas, elle repose sur de la data. Donc, ça va toujours de répondre à une friction et de venir optimiser en accord. Donc, effectivement, comme dit Camille, ça va dépendre de votre audit. Ça peut être très pertinent, effectivement, si vous percevez des différences de comportement entre plusieurs audiences, d'aller venir faire du test. Et ce qui est bien dans AB Testy, c'est que dans nos tests, on peut ensuite filtrer selon pas mal de paramètres. Et la source en fait partie et ça peut être pertinent de voir les différentes réactions. Eh bien, j'arrête pour cette question.
Une autre question. Emotions AI, quels sont les principaux critères de l'algo vu que les cookies avec info d'historique inclus disparaissent? Comment ça va se passer à l'avenir? Alors, les principaux critères de l'algo, c'est de manière tout à fait honnête et transparente la question qu'on nous pose le plus quand on présente Emotions AI. Et pour être tout à fait honnête et transparente, je vais vous répondre que moi-même, je ne sais pas exactement ce que contient cet algorithme. C'est un algorithme qui a été développé, encore une fois, par des chercheurs qui ont bossé pendant 8 ans sur le sujet. On n'a pas la recette miracle et on ne peut pas vous donner exactement les ingrédients qu'il y a et qui fait qu'on arrive à cette solution aujourd'hui. Ce qu'on sait par contre, c'est que ce sont des milliards, des milliers, des millions, des milliards de data qui sont analysées de comportements sur les sites, donc de vitesse de clic, de scroll, de mouvement de souris, voilà, tout un tas de petits éléments comme ça qu'on va faire sur qu'on va avoir sur des sites internet et qui ont été comme recueillis dans des grosses bases de données et qui ont permis de créer ces différents algos et ces différents besoins émotionnels. Et pour l'histoire des cookies, et après je laisserai Benjamin compléter si j'ai oublié des choses, pour l'histoire des cookies, on est déjà en train d'anticiper côté AB Testy parce qu'il n'y a pas que Emotions AI qui se base sur les cookies. AB Testy aussi utilise des cookies. Alors, ce sont des cookies first party et pas third party, mais on se doute bien qu'un jour, même les first party vont finir par nous être interdits. Donc, on est déjà en train de travailler, notre équipe technique qui travaille sur une solution cookieless. J'espère qu'on pourra vous en dire plus dans quelques mois, mais c'est déjà un travail sur lequel on est depuis plusieurs mois et on espère que ça verra le jour très prochainement et qu'on pourra anticiper ce souci-là. Et puis pour des questions plus liées vraiment à l'algo en lui-même, ça on pourra dans le futur vous mettre en contact forcément avec Benoît qui a fondé cette solution et pour le coup qui sera vraiment à même de vous répondre avec un point de vue plus technique sur le fonctionnement de l'algo. Oui, carrément, tu as raison. On a en effet le fondateur, le fameux chercheur qui travaille du coup avec nous et qui pourra évidemment, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter, on pourra vous mettre en relation. Autre question. Avez-vous des exemples de personnalisation dans des domaines B2B? Alors, on a quelques clients B2B. On n'en avait pas là dans la présentation, c'est vrai, mais à culpa pour ceux qui étaient intéressés par ces exemples-là. Dans tous les cas, je ne pense pas que ça change énormément non plus. Il y a quelques particularités en termes de contenu, etc. Mais toute la méthode qu'on vous a présentée, elle fonctionne de la même manière. On est aussi capable en B2B de segmenter son audience, de trouver des segments plus forts, du coup de leur lier des KPI, macro, micro, ce qu'on a envie qu'ils fassent sur notre site, et puis de créer cette stratégie, d'analyser à la fin. Donc je pense qu'en termes de méthodo, c'était la même. Tout s'applique aux différents sites B2B, non e-commerce aussi. On a beaucoup de clients. C'est vrai que les exemples les plus parlants restent les exemples e-commerce, donc c'est pour ça qu'on montre plus ça. Mais on a des clients qui sont pas e-commerçants et qui du coup ont d'autres objectifs où là ça va pas être de la conversion, mais ça va être du temps passé sur une page, de l'inscription, connexion. Et notre but du coup est d'optimiser ce KPI-là et non pas la conversion, mais ça se fait très bien également. Je vais pouvoir... Hop, j'arrête. Okay. Ça me paraissait très clair. Une question de Marine. Comment fonctionne la visualisation des tests avec les pop-ins de consentement? Les outils de personnalisation sont soumis au consentement. L'utilisateur peut donc voir deux versions du site en fonction de son délai d'acceptation au consentement. Alors, il faut savoir que sur AB Testy, on conditionne par du temps la vision justement des AB tests, des personnalisations selon l'acceptation des cookies. C'est hyper important parce que déjà, ça nous permet de recueillir de la donnée, ce qui est quand même le cœur de l'AB test, ça va être de pouvoir justement voir évoluer un taux de conversion. Et puis également, il y a par souci de cohérence. On va vouloir justement garder cette info dans le cookie du visiteur pour se dire que la prochaine fois qu'il vient voir le site, il va avoir la même version. Il y a une notion de cohérence pour que justement on ne perd pas cette trace et qu'on puisse à chaque fois lui offrir la même variation quand il va voir le site et qu'au chargement de page, il ne voit pas une autre couleur, par exemple, d'un bouton, etc. Donc, effectivement, dans AB Testy, cette notion du consentement, elle est très importante par rapport à nos clients et il y a la possibilité justement de tout paramétrer
pour faire en sorte d'être entre guillemets en règle aussi par rapport à tout ça. Ouais, pour compléter un tout petit peu, en ce que nous on recommande côté A/B testing et quand on accompagne nos clients, afficher une campagne de test sans consentement, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que le consentement, c'est ce qui va nous permettre de collecter la data et donc d'avoir les résultats. Et un A/B test sans résultat, bah, ça sert pas à grand chose. Le but, c'est vraiment de collecter la donnée pour avoir derrière une statistique et savoir si oui ou non ça a fonctionné ou pas. Par contre, pour les personnalisations, ça peut être un petit peu différent parce qu'on peut se dire, quoi qu'il arrive, moi, je veux que tout le monde voit. Typiquement, quand on reparle d'offres qui sont liées à un email et tout, on a envie que tous les gens qui viennent de cet email voient l'offre et la logique n'est plus la même derrière. Le but, c'est pas de voir si collecter la data et être sûr que la personne a bien cliqué sur mon code promo de ma bannière. Ce que je veux, c'est juste l'afficher pour que ça fluidifie le comportement. Et dans ce cas-là, on a 2 degrés aussi côté A/B testing. On va pouvoir afficher la surcouche JS, parce que ça, c'est pas soumis à consentement. Donc, on peut afficher notre version B sans consentement. Par contre, on ne pourra pas collecter la data sur les gens qui n'ont pas consenti. Donc, on ne pourra pas aller savoir si les gens qui n'ont pas consenti ont cliqué. Ça, non. Mais voilà, on trouve des petites parades pour réussir à faire tout ça. Il y avait une question de Pauline qui était par rapport au B2B, donc on a déjà évoqué ce sujet. C'est une question un peu similaire. Donc je propose peut-être de prendre la question d'Emir. Oui. Des A/B tests montrent. Ah, tu veux répondre, pardon? Moi, je peux la prendre. Ouais. Qui demande que les popines qui se demande en fait si les popines intrusives fonctionnent encore. Alors, il faut savoir que déjà dans A/B testing, on a beaucoup de paramètres qui vont vous permettre de justement jouer sur la récurrence pour ne pas afficher à chaque page ou à chaque session la popine parce qu'effectivement, ça peut être intrusive. Après, j'ai envie de dire, ça va être très dépendant surtout du secteur et du client. On a des clients qui sont, certains clients, seulement dans le luxe, qui vont vraiment vouloir afficher qu'au bout d'un certain nombre de pages. Donc tout ça, c'est paramétrable dans l'outil A/B testing parce qu'ils veulent garder forcément ce côté pas très intrusif. On veut garder une certaine sobriété. Ou d'autres clients, par contre, qui vont voir que les popines fonctionnent très bien et tout ce qui va être même, on parlait de stress marketing, de compte à rebours, on serait étonné, mais ça, en e-commerce, ça fonctionne souvent très très bien. On a des très bons uplifts en termes de revenus ou sur les différents KPI de conversion. Donc, ça fonctionne bien. Il faut savoir que la popine, effectivement, c'est quelque chose qui est intrusif dans le sens où ça pop sur l'écran. Mais on a beaucoup d'autres widgets qui sont plus discrets, qui peuvent être des toasters, qui vont vraiment se déplier au clic. On a pour le coup pas mal dans la librairie de widgets de différents outils qui vont vous permettre de garder une sobriété, éviter justement ce qu'on veut éviter, ce côté trop intrusif dans le parcours client. Ouais, le tout, c'est de trouver le bon équilibre parce que, alors je comprends, Emir, ta question et que ça te surprenne. On est, nous aussi, très souvent surpris par les résultats des A/B tests que nos clients font. Mais en effet, ouais, il faut trouver le juste équilibre entre eux. On ne veut pas être trop intrusif, on veut quand même que ça fonctionne et que le message il soit vu, il soit passé, quoi. Et dans les faits, quand on A/B teste, par exemple, une popine versus un petit encart sur le côté beaucoup plus discret, il n'y a pas photo, cette popine qui nous pop, comme son nom l'indique sur le site, et qu'on est un peu obligé finalement de voir, elle fonctionne mieux, quoi. Elle est plus cliquée, elle est plus vue. Donc, faut pas en faire. Ça fonctionne toujours en 2024, ouais. Mais ravi de t'avoir surpris. Écoutez, au niveau du timing, je pense que c'était la dernière question. Il est 16h20. Ouais. Parfait, merci Camille et Benjamin pour cette conférence riche déjà en exemples, en illustrations et surtout merci pour toutes ces tactiques et astuces pour améliorer son expérience utilisateur grâce à la personnalisation notamment. N'hésitez pas dans le chat à nous donner vos impressions, vos avis sur la conférence. On est très très preneurs de ces retours et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de Camille et Benjamin sur LinkedIn par exemple. Et après 10 minutes de pause, donc ça vous laisse le temps de vous prendre des petits snacks, un verre d'eau, nous allons enchaîner avec l'avant-dernière conférence de ce SEO Square, donc qui sera animée par Amiel et Grégory, qui nous parleront donc d'HubSpot, qui nous parleront notamment des mises à jour des algorithmes Google et surtout comment adapter sa stratégie SEO. Merci et à tout de suite. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée.